Bonjour à tous, bienvenue sur Merci, on vous rappelle, le seul podcast qui vous plonge dans les coulisses du casting avec des histoires et des parcours incroyables. Aujourd'hui, on reçoit une productrice, consultante, experte dans son domaine. Patience Priso, bonjour. Bonjour Patrick et merci, on vous rappelle de me recevoir. Merci à toi de prendre ce temps dans ton emploi du temps super chargé et de parler avec nous et de nous expliquer un petit peu. Ma première question pour toi, ça serait, si tu devais passer une journée avec un personnage fictif de ton enfance, tu sais, dans les séries que tu as regardées de Dallas au Prince de Bel-Air, ça serait qui et pourquoi? C'est une très bonne question. Une journée fictive dans mon enfance, ce serait étrangement avec Madame est servie et Tony Micheli. Ah, c'est clair. Ouais, ouais. Voilà, je ne sais pas pourquoi c'est celle qui me vient. Voilà. Quel souvenir tu gardes avec Tony Danza? Tony Danza, c'est vraiment dans Madame est servie. En fait, c'est Samantha, la D'accord. fille. Je m'identifiais pas mal à ce côté ascension, transfuge de classe Mhm, et les problématiques d'adolescentes qui vont changer de milieu social et qui vont vouloir s'adapter et mhm. cacher qu'elles viennent d'un milieu plus modeste. Euh, donc, en fait, ça ne m'est absolument pas arrivé en soi dans l'absolu, mais je m'identifiais au personnage parce que je voyais beaucoup de personnes, enfin de jeunes dans mon entourage faire face à cette problématique et je pense notamment à une de mes sœurs aussi, Ok. euh, mes sœurs, enfin voilà, autour de moi. Et c'est quelque chose qui pour moi m'a préparé à mon adaptation à viser plus haut, à appréhender des milieux sociaux, on va dire, plus aisés que le mien, on va dire, d'origine. Même si, on en parlera peut-être tout à l'heure, voilà, je suis d'origine camerounaise et ma famille est plutôt d'une famille aisée. Mais Mhm. quand on arrive en France, hein, eh ben, on est tous, voilà, on part de zéro, modestement, et on doit tout reconstruire. Ouais, c'est marrant que tu fasses la parallèle avec Samantha, qui était jouée par Alyssa Milano, parce que son personnage, en fait, quitte un lieu pauvre, je pense que c'était Brooklyn, après ils vont au Connecticut, et c'est là, ils sont un peu aisés, tout ça d'un seul coup. Mais Et tu sais qu'à la base, son personnage, il était un peu garçon manqué au début. Est-ce que tu t'identifies comme ça? complètement. Complètement. Moi, j'étais jusqu'à l'âge de, je dirais bien 17 ans, allez, 16 ans, je fais beaucoup de volleyball, D'accord. beaucoup de sport, j'étais en jogging 6 fois sur 7, on va dire, 6 jours sur 7, on va dire. D'accord. Euh, voilà, et même dans ma famille, on m'appelait j'étais un peu le petit frère de mon frère, en fait, hein, pendant longtemps. Alors que je faisais de la danse et je dis ça parce qu'après, avec le temps, au fur et à mesure, voilà, j'ai commencé à être plus féminine, comme Ok. Samantha. Comme ça, voilà. Et le côté bagarreuse, un peu, C'est ça, les exactement. problématiques qu'elle avait, c'est bien que tu rappelles ça parce que, ouais, c'était pas bon. Ok. Maintenant, si tu donnais un peu un contexte à nos auditeurs, si tu nous parlais comment toi t'es rentré dans l'audiovisuel, puisqu'à la base, tu étais prédestiné pour faire de la médecine. Ex- Exactement. Alors, je suis rentrée dans l'audiovisuel. Je pense que la graine, elle a commencé par mon entourage. Parce qu'au fait, déjà dans la famille, finalement, il y avait des artistes. Mon oncle, c'est Charles Ewan-GP, donc le père de Marie de Monique Ewan-GP, et c'est un grand Mhm. musicien camerounais. Ok. Donc, le milieu du spectacle était déjà au- autour de moi, mais je ne me rendais pas vraiment compte. Et la réalité, c'est aussi mon beau-frère qui a été donc mon beau-frère depuis l'âge de 11 12 ans, qui est un cinéphile. Voilà, j'en connais très peu comme lui. Et à l'époque, VHS, tout ça, il avait une cinémathèque vidéo Ok. euh, grandiose, superbe. J'ai vu des films clairement que je ne devais pas voir à mon âge. Je ne le savais pas avant de les voir. D'accord. Et voilà, c'est ça la graine elle est venue là. Et lui, il est justement storyboarder, réalisateur. Et donc, je le regardais travailler. Je ne savais absolument pas qu'est-ce que c'était ces métiers-là. Quoique, en faisant de la danse, je rencontrais des photographes, des réalisateurs, tout ça, mais et réalisatrices, il n'y en avait Mhm. juste pas à l'époque. Euh, je regardais ça de loin, mais je savais à peu près ce que c'était.
Et une fois que j'ai en médecine, et ben, je me suis rendu compte que je n'aimais pas voir les gens malades. Quand j'ai vu mon premier mort à la salle, Ah ouais. voilà, faire ouais, la dissection. C'est là que je me suis posé les bonnes questions. Oh Jésus. Ok. Et j'ai toujours aimé, on va dire, la dynamique anglo-saxonne, Mhm. l'entertainment, bon, Aaron Spelling, Beverly Hills. Tu as compris que j'ai quelque chose Bien sûr, avec ouais. Los Les États-Unis? Angeles. Ouais, d'accord. Bien sûr, Prince de Bel-Air, au fur et à mesure, euh, toute la culture, bien sûr, Spike Lee, toute la culture cinématographique et audiovisuelle nourrie principalement avec, on va dire, des fictions anglo-saxonnes, parce qu'en fait, c'était là où on pouvait voir des gens qui nous ressemblent, tout Mhm. simplement, et, et parce qu'ils sont très avancés. Et quand je suis partie en Angleterre, à la base, je voulais être journaliste. Donc, je voulais clairement raconter des histoires, passer un message. Et je suis tombée amoureuse au fait de la lumière. J'ai fait un tour dans une école où je prenais mes cours de journalisme. Mhm. Et je suis rentrée dans une dark room, donc une chambre noire de photos. J'ai fait de la photo, j'ai vu l'image apparaître, j'ai dit c'est fantastique, c'est ce que je vais faire. Et voilà, je me suis avant tout spécialisée après dans l'image et en tant que chef opératrice. Et c'est comme ça que je suis tombée dans l'audiovisuel pour de vrai. On va juste revenir en arrière un petit peu. Tu parlais tout à l'heure que tu avais, je crois que c'est ton beau-frère, tu disais, qui était storyboarder. Est-ce que tu peux expliquer un peu pour ceux qui sont pas du milieu, c'est à quoi ça consiste exactement en fait? Mon beau-frère, Dean Mhm. Mandengue, que je cite, il a fait une école d'art. Il était donc storyboarder à l'époque. Donc, c'est quand on met en dessin D'accord. les plans, le découpage d'un film, ou pour prévoir les plans, les séquences, les scènes, et déjà Mhm. faire la composition de l'image. Ce qui permet, avant de tourner, de savoir à peu près les plans de caméra. Et à l'époque, surtout, on était en argentique, donc la préparation était vraiment énorme, hein, parce que Mhm. on pouvait pas tourner au hasard. Et ça permettait de choisir les cadres. Ça permet toujours, hein, le storyboard, c'est toujours d'actualité. Et donc, de poser les cadres en amont grâce au dessin, et donc des petites séquences comme ça. Et parallèlement, il est devenu après réalisateur. D'accord, merci. Tu sais, tout à l'heure dans la conversation, tu parlais aussi que tu me disais par rapport aux États-Unis, ils sont un peu en avance, l'évolution et tout. Bah, j'aimerais qu'on parle un peu du marché de la diversité et l'évolution de notre marché. Tu sais, justement, comment nous, on peut lutter contre la diversité, les clichés, la représentation, tout ça, en fait, histoire de se rapprocher un peu des États-Unis. C'est notre grand débat de voir comment on pourrait s'inspirer du modèle américain, mais je dirais même anglo-saxon en fait. Parce que là, par exemple, je reviens de Dakar série, je regarde aussi ce qui se passe tout simplement dans le monde. Mhm. Et je veux dire, c'est une problématique bien particulière, la francophonie, le rapport à la diversité. Ce n'est pas exactement la même définition, parce que c'est pas la même histoire. Et donc aux États-Unis, c'est avant tout des questions qui ont été mises sur la table, parce qu'il y a eu aussi une industrie parallèle au-delà, avec la Blaxploitation, Mhm. qui d'abord a créé des productions, on va dire, par nous, pour nous, Ouais, ouais, et qui ont fait un tel succès que les décideurs américains se sont dit, mais on ne peut pas se permettre de laisser une économie parallèle bien sûr, ouais. se faire tant qu'on mange dessus. Et ils ont, avec aucune honte, commencé eux-mêmes à faire de la black exploitation sans être des noirs, en se disant il y a un public et on va faire ce type de projet. Et puis ça s'est fait, encore une fois, que ce soit dans la musique et autres, ça a été la même histoire. Nous n'avons pas eu ce mouvement-là, on va dire, en France ou dans Mhm. la francophonie réellement. C'est pas faute d'avoir essayé, mais peut-être que tout simplement, économiquement parlant, on n'a pas, on n'est pas structuré de la même manière. Et même en termes de communauté, on va dire communauté, diversité, en fait, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est un grand sujet. C'est clair, ouais. Donc, voilà, nos définitions sont clairement différentes aux États-Unis et ici. Et donc,
Là-bas, c'est très communautaire. Les anglo-saxons sont beaucoup plus à l'aise avec tout simplement compter les communautés, Mhm. on dirait. En France, on ne peut pas le faire. Donc déjà, parce qu'on ne peut pas compter, on ne peut pas faire dans l'industrie du marketing, de la data sur les données ethniques des spectateurs. Mhm. Euh, donc, résultat, parce que c'est pas chiffré, on ne peut jamais vraiment dire est-ce que c'est bien telle communauté qui a regardé tel type de projet. Et c'est en ça que c'est difficile, déjà en termes de marché, de faire bouger la diversité. Et la deuxième chose, c'est en termes de clichés, en fait, encore une fois, ça dépend qui est le public. Pour un public, ça convient, c'est cliché, c'est pas du tout un problème. Eux, ça les fait rire, ils regardent. C'est normal pour eux, c'est la réalité. Et Mhm. il y a le public qui dit waouh, c'est des clichés, c'est pas nous, ça ne ressemble pas. Donc là, je parle de nous. Sauf qu'on n'est pas les décideurs, on n'est peut-être même pas juste les consommateurs de ces produits-là. Et c'est bien pour ça que je dis produits, parce que les chiffres montrent que cette consommation, en fait, nous, on n'est pas le public. Donc, eux, ces clichés, c'est même pas un sujet, puisque voir, je sais pas moi, des banlieusards, allez, on va dire ça comme ça, du 93 qui casse tout, ben, Mhm. on a un sujet qui plaît, qui vend, et il y a un public. Et voilà, et on n'est peut-être pas forcément le public. Et bien sûr, ça entretient les clichés. Mais malheureusement, il faut croire qu'il y a un public pour ça. Donc, tant qu'il y aura économiquement une manne financière, comme j'ai expliqué avec la Black Exploitation, euh, ce n'est pas prêt de disparaître. Et encore, toi, tu vas loin, tu lances des films avec des banlieusards, tout ça et tout, mais moi, je veux t'en citer un. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Oui, alors, oui, je suis allée dans l'extrême banlieue, dans le côté banlieusard, par exemple. Euh, Très bizarre par exemple, d'associer tous les Noirs et les Arabes, on va dire, à la c'est ça. banlieue. Mhm. Parce que, voilà, le 92, c'est une banlieue. Donc, voilà, on aurait pu faire aussi C'est ça, banlieusard ouais. du 92. Donc, à Issy-les-Moulineaux, j'aurais Mhm. voulu voir ce que ça donne. Mais pour revenir, en effet, avec qu'est-ce que tu as fait au bon Dieu, là, on en revient dans un classique, au fait, de genre, de la comédie qu'on voit, on va dire, tout simplement partout, quels que soient les pays. Et ça, c'est très important aussi de se rappeler que c'est des produits de marché. On a eu l'équivalent, je veux dire, c'est des magnets. Il y a eu Black Micmac, il y a eu Oui, tout ce bien sûr, qui ouais. les rencontres aux États-Unis. Il y a devine qui va venir dîner ce soir Ouais. pour être chez tout ça. Donc, en fait, maintenant, moi, je suis assez. Je prends du recul sur ça en me disant c'est des films de marché. Les gens Mhm. aiment bien ce high concept voilà, de public, de gens qui, quand ils se rencontrent, ils n'ont pas les mêmes cultures, ils n'ont pas la même manière de voir les autres cultures. Et quand ils se rencontrent, on sait qu'il y aura quelque chose de drôle. Alors, est-ce que ça fait rire tout le monde? C'est encore la grande question. Mais bon, je pense qu'en termes de punchline, tout ça, Mhm. voilà, c'est cliché à tous les niveaux. Je trouve que même ces claviers, enfin, eux-mêmes, c'est un cliché de la famille blanche, bourgeoise, française ou autre. Voilà, on a tous des blancs dans nos entourages. Ils sont pas C'est tous ça. comme des personnages qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Donc voilà, je pense que ça fait partie d'un film de marché. Mm. Mais sinon, selon toi, comment les producteurs et réalisateurs ils peuvent contribuer pour avoir un peu une inclusion de manière authentique dans ce cas-là, en fait? Euh, pour avoir une inclusion de manière authentique, ce serait d'avoir des décideurs et des décisionnaires qui ont cette vision, cette compréhension de ces cultures. Denzel Washington, il le dit très bien, il dit c'est pas une question de couleur, c'est une question de référence, c'est une question de culture. Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir et on le voit au gouvernement, et je ne citerai personne, mais bon, il y a des issus d'origine ethnique qui nous ressemblent et qui ont été adoptés et qui sont juste des bourgeois blancs et qui nous ressemblent. Ou, entre guillemets. C'est ça. Ça, on le voit, c'est une réalité. Donc, je pense que euh, en termes de
je vais parler de diversité ethnique en termes de couleurs, si on peut appeler ça comme ça, hein, si on doit parler de genre de couleur à des postes de décision. La couleur, c'est pas une compétence. Donc aujourd'hui, Mhm. c'est pas ça qui rend forcément authentique un récit parce que on peut venir d'un autre milieu social et donc être tout à fait à côté de la plaque pour parler d'un sujet, euh, je dirais, je sais pas moi, de banlieue, de femmes. Enfin, il y a tellement de choses à tenir en compte. Donc, mais pour faire bouger, quand même, il faut d'autres grilles de lecture en termes d'expérience sociale et humaine. Et c'est ça qui manque derrière. Ceux qui décident se ressemblent, viennent de Mhm. milieux qui se ressemblent et ont des visions qui se ressemblent. Résultat, ils n'ont pas une diversité de points de vue et de grilles de lecture pour, euh, pour se dire est-ce que cette authenticité va trouver un public et un marché. Parce que même ils ne fréquentent pas d'autres peut-être personnes, d'autres, ils ne sont pas des publics, donc c'est très difficile aujourd'hui Mhm. de pouvoir dire oui, ça va plaire, oui, je vais signer, oui, je vais mettre des millions sur un projet, et oui, il y a un public pour ça. Donc c'est en ça que pour faire bouger les choses, c'est de changer les gens qui décident, enfin en tout cas de varier, Mhm. et s'assurer qu'ils sont en capacité d'apporter ce point de vue, une grille de lecture et de la data, encore une fois. Donc de la data, des données Mhm. qui permettent de se dire oui, il y a un marché. Effectivement, oui. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu de professionnalisme et ethnique dans le casting, parce que toi, tu as travaillé quand même chez Netflix, tu as été cadre chez Grow Creative, productrice, tout ça. Qu'est-ce que tu conseilles aux directeurs de casting et aux acteurs pour maintenir un peu cette éthique en respectant tout ça, en fait, le professionnalisme? Il y a deux points que je voulais aborder et je profite de ta plateforme, de ton superbe podcast. Merci, on vous rappelle, pour poser ça là, comme on dit. Ok, ouais. Donc, ce que j'ai observé, donc quand j'étais chez Netflix Grow Creative, mon Mhm. rôle était également de repérer donc des talents, différents types de talents, devant et derrière la caméra. Mhm. Ma première remarque, c'est quand il y a eu des opportunités, les gens n'étaient pas forcément prêts. Ils n'étaient pas prêts sur plusieurs points. Des points, par exemple, l'anglais, c'était pas un sujet pour certains. Je pense que quand on vient de la diversité, on va dire ça comme ça, issu de la diversité, ce n'est juste pas une option de ne pas parler anglais. Mhm. Ça fait une opportunité. Donc les opportunités, elles peuvent être à l'international. Ça, c'est une première chose parce que déjà chez Netflix, il y avait un département de direction de casting et donc il y avait un fichier et donc les informations circulent. Et donc, ces informations circulent comment chez les anglo-saxons? Ils sont très aussi personal branding and professional branding. C'est-à-dire, tu es un professionnel, on doit avoir accès rapidement à ce que tu fais et ce que tu sais faire. Mhm. Euh, donc aux États-Unis, tout le monde est un CEO de sa carrière. Ils ont des sites, ils sont opérationnels. En France, je vois que beaucoup de gens utilisent les réseaux sociaux, Instagram ou autres, pour parler de leurs vacances, leur vie, leur repas. On s'en fout. C'est des outils Ça, c'est clairement, dit. voilà, professionnels. Et on s'attend quand on le fait tous. Quand on nous demande bah, c'est qui, il a fait quoi, tout le monde googleise. Et là, quand la personne se pose cette question, c'est du rôle et de la responsabilité, c'est ça que j'appelle professionnalisme, que l'on retrouve facilement ces informations. C'est pas que l'agent, c'est pas que la plateforme de l'agence, c'est pas tout le temps à jour ça. Donc, je vois très peu d'acteurs et d'actrices sur LinkedIn, ils me disent qu'est-ce que j'y ferais. Donc Mhm. déjà, c'est une profession. Vous avez un CV, une filmographie. Soyez là où il y a les décideurs avec leur nom, pas avec je m'appelle Alex XY95, mais là où il y a les noms, les fonctions, et vous inquiétez pas, sur LinkedIn, vous êtes vu, entendu, quelle que soit votre profession, c'est une plateforme professionnelle pour tout le monde. Voilà, donc ça c'est mon premier tips pour le côté déjà de comment je me présente en tant que professionnel et comment je facilite les décideurs à faire connaître ma filmographie, mes résultats, mes récompenses, voilà ce que je fais.
Donc ça, aux États-Unis, on ne loupe pas. Moi, sur LinkedIn, je vois des acteurs, des réalisateurs, réalisatrices, des actrices réellement parler, même de backstage, trouver des sujets. Et d'autres personnes peuvent les taguer et facilement, etc. La deuxième chose, c'est ça, attention, ça va piquer, c'est professionnalisme sur les plateaux et dans la préparation des rôles. Un discours qui revient beaucoup de la part autant du spectateur que des décideurs, c'est que en termes de jeu, le niveau il est bas. Je suis désolée de le dire, mais on considère que le niveau il n'est pas dingue. Mhm. Euh, et ça, c'est dû pour plein de facteurs. Ce n'est pas dû que aux acteurs ou aux actrices, mais il y a la question de payer des coachings, de se former, de continuer à faire évoluer sa carrière. Je veux dire Denzel Washington, Will Smith, etc., Viola Davis, ils travaillent tout le temps. Un travail, c'est un travail. Ce muscle, il doit être fait à n'importe quel moment. On doit penser carrière et avoir une marque. Et je dis bien on, en général. Donc, et je pense que les professionnels français, acteurs ou actrices, manquent de vision sur qu'est-ce qu'ils veulent dans leur carrière. J'entends qu'il puisse y avoir des clichés, on va se concentrer sur même la diversité et autres. Maintenant, là aussi où il y a peut-être un terrain à prendre, c'est quelle est ton expertise, quelle est ta spécificité et ce pourquoi tu veux qu'on t'appelle. Donc moi, j'attendrais, voilà, l'attente qu'il y a aussi vis-à-vis des rôles, c'est comment vous venez... on doit travailler plus, hein, on va pas se mentir, donc faut le faire. Et Mhm. pas se plaindre, c'est une réalité. Je ne sais pas quand ça va changer, mais pour le moment, il n'y a pas le privilège de la laziness, de pas plus que ça travailler. Et l'autre aspect, encore une fois, c'est comment collaborer. Je trouve le retour que j'ai, c'est sur ceux de la diversité, parce qu'il y a peut-être des problèmes de religion, de vision par rapport à cette industrie qui est très spéciale. Alors là, je parle de l'industrie française, mais le rapport à l'intimité, la pudeur, la nudité, on est en France, comme on est perçu, et ça, il y a le French kiss, ça C'est se met à ça. pour un yaourt. Bon, on n'en est plus là, encore heureux, mais un vrai frein qu'il y a pour les acteurs et actrices issus de la diversité, c'est les rapports aux scènes De peut-être nudité. de nudité, d'intimité, et en plus, et parce qu'il y a ces aspects-là, Mhm. plein de raisons, je pense que c'est un sujet qu'il faut poser quand même, et se dire, voilà, on est face à d'autres acteurs à Mhm. qui on va donner face à ça, et maintenant c'est une notoriété publique dans l'industrie que ça, ces aspects-là, ça va être des problématiques, Mhm. et c'est ce qui empêche potentiellement, il n'y a pas que ça bien sûr, mais si on va être dans du blind casting, donc du casting un peu aveugle, se dire, bah, même si je suis un homme, une femme, euh, noir, asiatique, maghrébin ou autre, quand j'arrive sur ce rôle, et on le voit bien avec Roche Dixième, tu vois, maintenant il est passé à un autre step par rapport à ça, tu vois. Donc ça, c'est des vraies questions quand même à se poser. Moi, sur un plateau, alors que c'est écrit dans le scénario, après la personne a dit oui, mais je ne veux pas embrasser la personne, ça pour moi, ça, c'est pas possible en fait. Mhm. Et ouais, mais en fait, c'était écrit, t'attends pas d'être payé, embauché pour comment? C'est très pas professionnel. En fait, c'est soit tu poses des questions avant, et je l'ai vu, enfin, et après, en même temps, il y a des fautes professionnelles de la part de la partie réalisation, mise en scène ou production qui rajoutent des scènes qui n'étaient pas Mhm. prévues. On le voit clairement. Donc, on est dans cette discussion de toute façon aujourd'hui parce qu'il y a les professionnels de l'intimité et ça, c'est la bonne nouvelle. En tout cas, soyez à l'aise en tant que comédien, comédienne de la diversité à aborder ces Mhm. sujets de vous-même pour pas vous retrouver, vous, bloqué. Mais c'est votre rôle. Voilà, c'est un rôle et une responsabilité d'avoir les réponses à ces questions, de voir comment on aborde ce métier-là. Pour moi, le professionnalisme, c'est ça, en fait, c'est de se poser en tant qu'entrepreneur de sa carrière et de voilà, poser les bonnes questions et d'avoir des bonnes discussions. Ouais.
Et j'aimerais qu'on revienne juste à un moment parce que tu as dit une phrase, ça m'a fait penser à quelque chose. C'est quand tu as parlé qu'en tant qu'acteur issu de la diversité, l'anglais, ça doit être un minimum, on doit le savoir. Ça m'a fait penser à une phrase, à une conversation que j'ai eue avec un acteur il n'y a pas longtemps. Il me disait que nous, on n'avait pas droit Oui. à la médiocrité, en fait. C'est vrai. C'est pas, c'est pas notre agenda. On n'a pas le droit. On en revient à la responsabilité. C'est que euh, un acteur ou actrice j'allais dire de la médiocrité, qui est médiocre, c'est tout le monde qui paye. C'est ça, ouais. La facture, elle est chère pour tout le monde, en fait. Donc ça, il y a déjà ça. On a cette responsabilité en règle générale, hein. Moi, si demain je fais une bêtise, moi, ça peut être où je merde, où je bosse pas bien. On va pas, tout d'un coup, on va pas dire, lui, c'est patience. On va dire, les Noirs, quand ils bossent, c'est compliqué. Ouais, C'est par ça. exemple, et on le voit même avec le foot, hein, quand ça gagne, tout le monde est français, il n'y a plus de couleur, c'est l'universalisme. Et bon, Ouais, quand ça, oui, le franco-camerounais, tout le exactement. monde ça. Qu- Voilà. Quand ça perd ou quand on est accusé de viol, c'est ça que je veux dire. Non, mais voilà, exactement. C'est une réalité, ça. Donc, j'entends tous ceux qui... on a le droit à l'échec. Mais ça ne veut pas dire qu'on a le droit à la médiocrité. C'est différent. Échouer, c'est pour mieux réussir. Donc, il faut tester des choses. On a le droit à l'échec. Ça, Mhm. c'est vrai. Mais se relever, vraiment apprendre. Euh, oui, on a peut-être une sorte d'obligation d'exemplarité. Et ça, c'est très difficile aussi parce qu'il y a l'exemplarité vis-à-vis de sa famille, de ses proches. Je sais quand je reviens sur cette histoire d'intimité, mais ça revient quand même pas mal. Et après, d'exemplarité par rapport à une communauté. Mhm. On entend, je ne vais pas citer de comédiens et tout, mais ils prennent cher, quoi, dès qu'ils font Euh, des choses. Waouh, nous, c'est nos sujets. Donc, et pourtant, voilà, on ne va pas dire, je sais pas, c'est le nom qui me vient, mais Florence Foresti, bon, elle a pris cher sur d'autres sujets, mais on va pas dire, oh, toutes les brunes, quand elles font ça, ça va pas du tout. Voilà, on va mhm. pas, je crois qu'elle a des origines italiennes, on va pas dire, ah, toutes Ouais. les italiennes. Donc, nous, par contre, on va vite faire des raccourcis, donc il est important de quand même de se poser, d'envisager sa carrière avec, en tenant compte de tout ça, sans pour autant être dans l'assignation Mhm. à faire des rôles de noir, de service ou autre. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand même, on peut se poser la question de quand est-ce qu'on peut dire non. Voilà. Mhm. Pour continuer cette conversation, si on parlait d'évolution de carrière, selon toi, c'est quoi les stratégies justement que les acteurs francophones peuvent appliquer pour se rapprocher un peu des anglo-saxons, tout ça? C'est parce que c'est quand même un environnement compétitif et tout. C'est une très bonne question pour se rapprocher. Moi, le parallèle, déjà stratégiquement, ce que je fais et Mhm. que je pense qu'il peut, par exemple, s'appliquer clairement euh, pour les acteurs et actrices, et que je pense qu'ils le font aussi, hein, mais bien le faire. On va dire bien découper et D'accord. processer cette technique. C'est-à-dire de regarder ce que met en place c'est les acteurs-actrices qu'on aime bien dans leur discipline, dans leur manière de travailler, les dispositifs qu'ils ont mis en place dans leur parcours. Donc, regarder à différentes échelles. Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'on a toujours ce fameux train de retard avec les États-Unis, que ce Mhm. soit étalement, un peu les évolutions, la diversité, l'inclusion, tous ces concepts sont quand même venus aussi de là-bas. Mhm. Donc, regardons, on a une roadmap hein, qui est à peu près sur 5-10 ans. Et donc, ça peut s'appliquer, voire même un peu plus vite parce que ça a déjà été fait. Donc, si j'étais acteur ou actrice, je regarderais le parcours et les challenges de Viola Davis et Mhm. je me dirais, ok, je peux mettre en place comment on peut voir les twists de sa carrière, l'équipe qui l'a entourée aussi, Mhm. l'environnement dans lequel elle a développé sa carrière, tout ce qu'elle a mis en place. Voilà. Pour moi, ça, c'est des roadmaps. Et après, moi, c'est ce que je fais. Voilà, ma roadmap, hein, je peux en donner une.
C'est quelque chose in between Shonda Rhimes, Blumhouse et David Bloom, donc je crois qu'il s'appelle David Bloom. Et même quand même un peu du Why Not, parce que j'aime Ok. beaucoup Why Not, ils ont été très constants dans leur manière de produire. Et a bit of Tyler Perry, mais pas beaucoup non plus. Mais après, voilà, le business model est là hein, quand même. Bien sûr, ouais. Et bien sûr, A24, je pourrais citer qui d'autre? Ouais, ça c'est les principales. Ouais, ce serait ça. Bien sûr, j'aime beaucoup aussi le business model de Array Media d'Ava DuVernay Mhm. ou même tout simplement d'Ouraye, du Sarré. Voilà, ça c'est des écosystèmes que j'aime beaucoup. Et ben, je m'en inspire tout le temps. Hein. Donc, D'accord. Tu parlais du travail d'équipe de Viola Davis tout à l'heure, parce que la collaboration, ce sont des valeurs qui sont importantes pour toi. Donc, comment en fait on peut construire un modèle collaboratif qui va traverser des générations dans l'industrie quand on est acteur en fait, ou producteur tout simplement? je, je dirais que comme on est perçu en tant que francophone, mais même français, comme un petit marché, Mhm. c'est important de modéliser parce que la réalité, c'est que sur un point de vue français, on est un petit marché, mais sur un point de vue de la francophonie, on est 350 millions. Et là, on est un chiffre équivalent aux États-Unis. Donc maintenant, on est un marché, on pourrait dire, hype, Mhm. d'une certaine manière. Et donc, comment le modéliser hein, c'est ça la Mhm. question, c'est comme je pensais pas dire ça un jour, hein, mais Ok. j'ai été une multicasquette, comme Ouais. beaucoup, et on a tendance du coup à se dire, je vais être productrice. Quand j'étais réal, je me suis dit, je vais produire mes propres films, et puis je vais Mhm. écrire, tout ça, tout ça. Ça, maintenant, je reviens beaucoup dessus. C'est vraiment de se trouver une équipe. On dit tout le temps la famille du cinéma. Mhm. Moi, je dirais l'équipe de cinéma, parce que j'aime pas l'idée de la famille. La famille, tu vois, c'est l'oncle, la tante, tu les trouves relous, mais tu es quand même avec eux au repas de Noël, tu vois. Tu peux pas vraiment les jeter. C'est méchant ce que je dis, c'est vrai. Alors qu'en équipe, on est là pour gagner. Et je trouve que les Jeux Olympiques, ça montre ça. C'est le Mhm. fair play, c'est une charte des règles. Donc, comment aujourd'hui, je le fais à mon échelle, hein, on crée avec mon associé nos chartes, nos règles, nos manières de fonctionner. On Mhm. sait quand ça fonctionne ou pas, on le transmet aux équipes. C'est du management créatif, mais aussi du management entrepreneurial et business. On donne assez d'informations aux personnes pour qu'elles puissent comprendre le niveau de professionnalisme qui est attendu et d'exigence Mhm. euh, pour travailler avec nous, parce que nous, on sait qu'on va travailler avec the best of the top of les premium La crème de la crème. de la crème des streamers, des diffuseurs, des professionnels de l'industrie. Et donc, c'est important pour nous de venir avec des gens qui sont aussi bien équipés et armés que nous. Et ça part autant des acteurs, actrices que scénaristes. OK, nous, on a une full confiance dans votre partie créative, mais vous en êtes tout de votre compréhension de votre rôle et de vos responsabilités au Mhm. niveau business. Souvent, les scénaristes, et c'est vrai qu'en France, ils sont maltraités, les auteurs, tout ça. Scénariste, c'est un métier, c'est une technicité. Auteur, tout le monde peut l'être. Tu écris une page, tu as publié, tu es auteur. Scénariste, tu dois pouvoir aller travailler sur les projets des autres, Mhm. etc., etc. Et c'est pas tout le monde qui peut le faire. Donc, tout ça, c'est très important de comprendre réellement son métier. Et ce que je vois, c'est que je trouve qu'il y a encore trop dans ce secteur, et pas Mhm. que de la diversité, mais qui fantasment un métier et qui ne se rendent pas compte de tous les rôles et responsabilités qui vont avec. On a Mhm. des droits et des devoirs, et ça, c'est hyper important dans notre secteur. Donc, c'est ça, c'est hiérarchiser, mettre tes Mhm. priorités et embrasser réellement son rôle et ses responsabilités en tant Mhm. qu'acteur, actrice, avant de se diversifier en tant que réalisateur, réalisatrice, scénariste, auteur, etc. Mhm. Je sais que ça peut paraître un peu dur, mais pour moi, tout ça, ça se fait en étapes. Et on a fait pas mal de rewind avec toi, donc mais Mhm. si c'était à refaire, ouais, non, je reprendrais ma copie
c'est bien d'être couteau suisse, d'essayer, mais au final, Mhm. ça complexifie. Donc, avoir une stratégie de carrière sur 5 ans, en se disant, voilà, pendant 5 ans, comment je deviens potentiellement le prochain De Niro, Will Smith, je sais pas, Eva Longoria. Mais quand on y regarde, ce sont tous des marques, tu vois. Mhm. Euh, Tom Cruise, tu sais à peu près ce que tu peux lui faire jouer, au fait. Tu vas Mhm. pas. Et il y a des choses, tu te dis, ah, ça va être une surprise. De Mhm. Niro, et De Niro, on a une image très claire d'abord des films dans lesquels elle a joué. Après, tard sur sa carrière, il avait envie de faire de la comédie. Mais Mhm. finalement, dans les comédies, c'est De Niro qui est en autodérision De lui-même, oui, oui. de lui-même et lui en tant que De Niro. Donc voilà, ça, je trouve que ça manque en France. Et puis je dirais, stratégiquement, on entend beaucoup ce mot, on cherche des voix, on cherche des gens authentiques. Ça te dit Mhm. quelque chose ou pas? Ouais. Ouais, ouais, ça me parle, oui. Ouais. Et ben ouais, embrassons ça. Mais comment le faire? euh, Comment l'embrasser, cette authenticité? Et je sais que Mhm. c'est dur quand on est sur de la diversité. Ce que je vois, c'est que beaucoup de compromis, à un moment, comprendre ton métier, sa place, se dire là, je dis non parce que je vais me dire oui pour d'autres choses. Mhm. Ça peut être des stratégies à mettre en place, à réfléchir aussi avec son, euh, son agent, bien sûr, Mhm. être entouré. Et quand je dis équipe, c'est respecter le boulot de l'agent, du producteur, ou productrice, enfin voilà, des professionnels qui vous encadrent, mais surtout de bien les choisir parce que l'autre erreur que je vois, c'est un agent pour un agent, ça n'a pas d'intérêt. Il faut Mhm. aussi regarder le track record des gens avec qui vous fonctionnez et vous dire est-ce que c'est des personnes sur 3, 4 ans, on va pouvoir faire des choses ensemble. Et j'en reviens avec l'analogie des équipes. C'est, voilà, même Tyson, il le dit, à un moment, il a dû changer d'équipe, d'entraîneur. Moi, je regarde beaucoup le sport, hein, j'ai que mais à des moments, tu vas jusqu'à un certain niveau. Voilà, Don King l'a emmené jusqu'à un certain endroit. Après, pour passer à un autre level, il fallait changer à un moment l'équipe, des entraîneurs. On le voit avec beaucoup les sportifs. Moi, c'est Mhm. comme ça que je vois nos métiers. C'est prenez des coachs. Voilà, jamais l'économie de l'investissement. Tout le temps arriver avec un skill set, travailler votre marque, comprenez exactement qui fait quoi et respecter les rôles Mhm. des euh, je vais être encore un peu dure, mais voilà, j'ai vu beaucoup d'acteurs ou d'actrices parfois ne pas être très loyales avec leurs agents, avec des gens, avec leurs représentatifs, Mhm. notamment quand ça fonctionnait après pour eux. C'est des gros moments. Alors, je sais, parfois des agents, ils répondent pas, et puis quand il y a enfin la lumière, tout d'un coup, ils répondent au téléphone. J'entends tout ça. Mais pour rétablir la confiance dans notre industrie, je pense que c'est hyper important. La confiance, c'est réciproque, en fait. Mhm. Et je pense que notre industrie aujourd'hui, elle souffre en France du manque de confiance entre les différents métiers. Et c'est ça qu'on doit réinstaurer. Et la meilleure manière de réinstaurer, c'est que il y ait plus ce raccourci ou ce petit surnom qu'il peut y avoir sur les acteurs et les actrices. Genre, en gros, ils sont un peu girouettes ou ils sont pas très fiables ou il se manque de loyauté. Je suis cash, hein. Je Mais vois bon, ça. c'est aussi pour donner ces tips-là. Il Mhm. faut ne pas courir après the shiny object, tu vois, dès que, ah, lui, il a fait ça, tout ça. Enfin, Mhm. et ne pas confondre opportunisme et opportunité. Tu sais, tout à l'heure, tu parlais, je reviens un petit peu en arrière, tu parlais beaucoup de la présence des acteurs en ligne, notamment toi, tu es beaucoup présente sur LinkedIn, tout ça et tout, tu postes régulièrement des réflexions inspirantes, etc. Quel rôle ça joue dans ta carrière à toi, en fait? Alors, moi, j'ai mis ça en place, j'ai été coachée, hum, dans le sens où ça fait, bah, comme je te disais, je voulais être journaliste. Mhm. En fait, c'est parce que j'avais un message à faire passer. Euh, je t'ai raconté Madame est servie, mais ça aurait pu être Prince de Bel-Air. J'ai un vrai sujet autour de l'ambition, le D'accord. transfert social, le passage dans d'autres, on va dire, classes sociales que celles où on a grandi, puisque les Mhm. statistiques sont quand même assez affligeantes. Moi, dès que j'ai entendu cette stat, c'est rentré dans ma tête, c'est que bah voilà, les fils d'ouvriers vont être des ouvriers ou des choses comme ça. Donc, comment tu sors de ta condition? Comment tu explores ça? Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai un fils, maintenant il a 15 ans, mais il y Mhm. a 10 je crois qu'il devait avoir 7 ou 8 ans, il m'a dit,
Maman, qu'est-ce que les Noirs ont fait de bien? Je fais, bah oui, ben, c'est qui les Noirs qui font des choses bien? Ça m'a choqué. Alors Bien je lui ai sûr. donné des noms et il me dit, et les Français? Et là, je vois que je bug un peu. Et là, je me suis dit, bon, après, je vais citer des noms, mais je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas connus, des gens de mon entourage qui Mhm. ont réussi, qui sont millionnaires, qui sont. Mais en fait, ils communiquent jamais. Résultat, il n'y a pas de modèle. Mhm. Résultat, on ne sait comment, à part les footballeurs, les chanteurs et tout ça, etc. Donc, ce que tu fais, ce qu'on fait, les gens de l'ombre, c'est important qu'ils existent. Et donc, Mhm. c'est pour ça que je partage comme je peux mon quotidien pour faire découvrir un peu d'autres métiers, au fait. Hein. Mhm. Et aussi inspirer. Il y a des gens qui sortent d'école, inspirés sur la carrière, de ce qui est possible de faire, de comment on navigue dans notre industrie. Mhm. Euh, voilà, moi j'ai eu beaucoup de casquettes. Hein. Et après, j'ai fait le choix de ne développer que certains pans de ma carrière. Et voilà. Pour pouvoir aussi faire des ponts. À un moment, si on veut qu'il se passe des choses, comme on dit, si on veut recevoir son colis, on doit rester au même endroit. Mhm. Et là, je sens que je peux être à un endroit où je peux faire le pont entre le US, la France, entre les États-Unis, le mindset, l'état d'esprit, les méthodes de travail et toute cette génération multigénérationnelle Mhm. qui est pour moi hyper talentueuse. Je trouve que le niveau français et francophone, il est bon créativement parlant. Je Mhm. le mens. Pour moi, il est dans les meilleurs. Désolé pour ceux qui nous écoutent. Mais côté business, on est à la ramasse. C'est Mais ça. Et donc ça, c'est dommage. Ça me Mhm. frustre trop. Et c'est pour ça que je reste en France. Je me dis non, non, ça, je vais le partager. Tout le monde va... Je m'inquiète pas pour le côté créatif. Maintenant, comment tu vends ta super histoire? Comment tu vends ton profil de pourquoi je vais te prendre? Pourquoi je vais t'embaucher? Une fois que je sais que tu es bon artistiquement, Mhm. montre-moi que c'est agréable de travailler avec toi, que tu vas délivrer, que tu vas faire ce que tu as dit. Parce que j'ai vu des acteurs et des actrices faire des choses après. Étaient embauchés, c'était pas cool. Voilà. Mais en tant que justement acteur et actrice, comment on arrive à utiliser LinkedIn? Tu sais, on en parlait tout à l'heure. On se dit, ouais, mais moi je suis acteur, à quoi ça va me servir? Tu peux leur donner des tips, comment justement bien l'utiliser dans ce cas-là? Je, je dirais aux acteurs et aux actrices, mais vous vivez quelque chose que énormément de gens aimeraient vivre. Que ce soit dur, positif, peut-être pas dans le négatif, mais dans l'absolu. Mhm. Je pense que si tu dis à une personne lambda, il y a très peu d'exécutifs dans cette industrie, il y a beaucoup de monde Mhm. et très peu qui vont sur des plateaux. Tout le monde est amoureux du scénario. Moi, je le vois hein, quand on donne. En fait, vous vivez des choses Mhm. les acteurs et les actrices que d'autres ne vivent pas. Donc, vos backstage, de manière concise, votre vision et compréhension de vos métiers, parce que chaque acteur, chaque actrice a sa carrière et ses spécificités. Vous Mhm. avez quelque chose à raconter en termes de storytelling. Ensuite, comme c'est une plateforme business, c'est aussi de partager qu'est-ce, c'est quoi votre business, votre industrie, parce que moi, j'ai été réalisatrice et l'une de mes associées est actrice, était, donc on n'est plus associés, mais on est encore amis, elle est Mhm. actrice. Et un jour, quand même, je me suis dit, tiens, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe en casting, en audition. En fait, Mhm. je me suis rendu compte que je n'avais jamais été de l'autre côté. J'avais fait passer plein de... Et là, j'ai trouvé ça tellement dur. Et donc, je suis allée moi-même un peu me tester à l'écran. Oh, ça dure. Je dis, ah, c'est l'horreur, ce truc. Je voulais mourir. J'étais au bout de ma vie. Je ne C'est pourrais un jamais métier. faire ce métier. Mais bien sûr, vous Mhm. faites l'un des métiers les plus durs du monde. Les gens ont peur d'aller à la caméra, de monter sur scène, tout ça. C'est oh. Comment vous dépassez, vous, cette peur? Parler de votre formation, de toutes ces techniques, respiration, apprentissage. Il y a tellement de choses à raconter qui sont juste fascinantes parce que c'est juste Mhm. toucher finalement à, en termes d'humain, à des choses qui sont ou auxquelles on peut euh, connecter assez facilement en vérité. Mhm. Ça, c'est une première chose.
En termes de branding, ne pas confondre personal branding, ce n'est pas que parler de soi, c'est qu'est-ce que tu as à donner à l'autre. Alors là, je peux répondre au cas par cas, Mhm. techniquement parlant. Qu'est-ce que vous avez à offrir? Euh, Raconter des choses, peut-être plus d'authenticité, sans pour autant pleurer sur son sort, hein, c'est pas que ça. Mais même dans les récits, c'est trouver l'histoire que vous avez envie de raconter. Qu'est-ce que vous avez aimé dans une préparation? Comment préparer un rôle? Votre rapport avec un coach, par exemple. Les Mhm. vidéos qui marchent très très bien, c'est Danse avec les stars, par exemple. On voit bien que c'est une relation finalement. On regarde quoi? C'est comment ils vont réussir ensemble à faire quelque chose. I Oui, don't la know. collaboration, ouais. La collaboration, tu vois. Donc il y a des choses, il y a des thèmes universels à raconter. C'est une première écriture pour moi. Et encore une fois, pas besoin de poster tous les jours, surtout sur LinkedIn, ça c'est la bonne nouvelle. 1, 2 fois de manière pertinente, ça permet, c'est comme votre CV en ligne qui se met à jour tous les... Voilà, c'est comme un blog Mhm. professionnel, très professionnel. Donc c'est vrai qu'il faut être pertinent, hein, encore une fois. Mais vous pouvez aussi dire qu'est-ce que vous avez pensé des chiffres de telle sortie de film auquel vous avez contribué, j'en sais rien. Il faut trouver sa voie, Mhm. parce que bien sûr, on vous cherche sur Instagram, sur Facebook, sur plein d'autres choses, votre blog, votre site, tout ça. Et après, c'est vrai que c'est pas très attendu de vous voir sur LinkedIn, mais c'est bien pour ça que je trouve que c'est un endroit où on peut se démarquer. Parce que comme il n'y en a pas, il y a juste personne qui y va. Quand vous le faites, et ben vous êtes vu. Et très vu. Et la data, elle est très claire. Et moi, j'en vois des acteurs qui sont pourtant très confirmés. Je me permets de citer Gilles Alma, mais il communique très régulièrement Mhm. sur LinkedIn. Donc, et même des acteurs américains qui maintenant eux-mêmes se rendent compte. Donc, ils parlent de leur business à côté parce que ce sont des marques. Et Mhm. c'est bien de montrer que aujourd'hui, c'est une manière de dire je vois mon métier en tant que professionnel et je discute. Oui, il y a le big boss de Disney, et ben il apprécie quand il est tagué parce que à la fin c'est vous qui avez les millions de followers entre guillemets. C'est Donc clair. eux, bon voilà, ils se battent. Vas-y, il y a 100 likes, ils sont contents. Mhm. Mais vous êtes vu vraiment par des professionnels. Donc quand demain, je sais pas, après un exécutif ou un directeur ou un VP d'une chaîne, il voit que vous avez retagué, vous avez dit quelque chose qui était pertinent et qui vous tag et tout, ben, il s'en rappelle aussi, tu vois. Donc, Mhm. c'est une manière de faire circuler son nom. Donc pour toi, en fait, il y a un marché à prendre sur LinkedIn, de pas juste se concentrer sur Instagram, Facebook, etc. et tout, Ouais. mais plutôt aller de ce côté-là. Moi, je dis LinkedIn, c'est la vie. Mais là, j'ai l'impression que je t'ai donné mon consulting, mon profil. Ça, c'est bon. Normalement, ça, je le donne à la fin. Non, je plaisante. Oui, ouais, ouais, clairement. Mais bien sûr, il faut y réfléchir, hein. J'ai vu des personnes. N'ayez pas peur des erreurs, d'accord? Mhm. Mais y réfléchir. Après, un bon tuto, il y a des tutos hein, sur YouTube, même Mhm. LinkedIn fait des tutos sur comment bien utiliser LinkedIn. Tant qu'à faire. Voilà. Et comme je le disais un peu plus tôt, encore une fois, regardez votre modèle américain. Ils ont tout fait Mhm. avant nous. C'est clair. Regardez ce qu'ils postent. Bien sûr, vous êtes ceux qui sont à peu près au même niveau que de votre carrière. Hein. Regardez pas Taraji, je sais Mhm. pas. Mais ouais, regardez bien au niveau qui sont à peu près au même niveau ou un peu plus haut, on va dire. Comme ça Mhm. vous donne une direction. Euh, ou encore un peu plus haut, mais essayez de retrouver qu'est-ce qu'ils postaient avant, à partir de quand. En fait, il faut faire l'espion. Il faut regarder, il faut scruter, regarder les Ouais. cartes des gens, regarder ce qu'on analyser. C'est de Mhm. l'étude de cas, en fait, hein, les carrières des autres. Ouais. J'aime bien ce que tu dis parce qu'à chaque fois que tu cites comme exemple, regardez ce que font les États-Unis. Mais quand est-ce que nous, on aura des modèles, tu sais, parce que nous, à part les Omar Sy, les Jean-Pascal Zadi, tu vois, on n'arrive pas à dire, ah, tiens, tu peux te comparer à tel ou tel. Nous, c'est pour quand tout ça, en fait? Alors, c'est une très bonne question et je trouve qu'au fait, maintenant, on a des modèles. Alors, j'en ai plus parce que moi, je fais de la veille sur, on va dire, l'équivalent de ce qui est showrunner, Mhm. showrunner, etc. Mais aujourd'hui, par exemple, un professionnel comme François Usan Mhm. est celui qui est beaucoup cité, ou Éric Rochant, Bureau des légendes. Bien sûr, Voilà. ouais.
interroge. On regarde les carrières, on scanne. Voilà, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Ta, 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 ta. Ça vous donne aussi une idée de la timeline, mais ça vous permet de voir assez vite skill Mhm. set, mindset à peu près, regarder les interviews, etc. Donc, on a des modèles français aujourd'hui pour toutes les professions. Moi, je sais pas, je regarderais Pierre Linnet stratégiquement. Bien sûr, Qu'est-ce oui. qui s'est passé? C'est quand même quelqu'un qui arrive à naviguer entre la comédie et après du film événement. Mhm. Enfin, waouh! Et maintenant, qui développe aussi une carrière internationale. Dans la même année, il a eu Fiasco et Monte Cristo. Mhm. Ça rime. C'est clair. Donc, et c'est quand même bon. Oui. Et donc, bien sûr, les places sont chères, mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit au niveau de l'industrie? C'est quoi son environnement? C'est quoi son entourage? Comment vous recréez quelque chose d'équivalent, en fait, hein? Et après, de ce que je comprends quand même, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Mhm. Qui, beaucoup. Euh, donc, vous multipliez par deux quand vous étiez sur la diversité. C'est ça, c'est ça. Trouvez vos équipes, encore une fois, parce que voilà, il avait son crew, hein, on va pas se Mhm. mentir. Tu sais, tu disais, tu as travaillé comme showrunner. Tu peux juste expliquer c'est quoi, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait. Showrunner, c'est un producteur artistique qui écrit. Donc, c'est un gros scénariste ou créateur de show, mais il peut être Mhm. aussi. Et en même temps producteur. Donc, il va se superviser. On le voit surtout sur des séries. Mhm. Il va superviser l'ensemble de la création. Donc, les scénaristes, les réalisateurs. C'est lui qui va les embaucher, réalisatrices ou autres, toute Mhm. l'équipe créative. Et il va être une forme de garantie de bonne fin pour le producteur délégué et en collaboration avec le producteur exécutif ou productrice exécutive de délivrer la promesse qui a été faite sur un projet, la promesse artistique. Donc, il va lisser, en France, on a les directeurs littéraires, on a producteurs artistiques, on a différents noms qui naviguent autour, mais on n'emploie Mhm. pas de terme showrunner. Aux États-Unis, c'est vraiment celui qui va run le show, parce que pour eux, c'est un show. Il va s'assurer, donc c'est le disque dur du show. D'accord. Les réalisateurs, réalisatrices, ça tourne, principalement dans une série. Personne ne se rappelle leur nom, quasiment. On se rappelle les noms des créateurs et des showrunners. Donc voilà. Voilà, alors. Merci, merci. Est-ce que tu peux maintenant nous expliquer un peu la différence qu'il y a entre opportunité et opportunisme? Comment tu fais la distinction, toi? Alors, et la distinction, tu ne la fais pas, Patrick, toi, tu verrais quoi? Je suis la Camerounaise, je pose aussi mes questions. C'est toi l'invité. C'est toi mon invité. D'accord. Euh, Opportunité, donc j'adore cette phrase, donc c'est l'occasion de pouvoir la placer, mais en anglais, c'est Success is a preparation that meets an opportunity. Mhm. Et, donc pour moi, c'est vraiment simple. C'est pas que je ne crois pas en la chance, mais je pense sincèrement qu'on la provoque. Et quand tu as l'opportunité, donc une occasion, hein, Mhm. voilà, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu vas la saisir, etc. L'opportunisme, eh ben, c'est exactement le fait que tu oublies la partie préparation. Donc, c'est les personnes qui vont se présenter pour prendre des postes, veulent des rôles, etc. Ils ne sont pas prêts. Ils veulent juste le rôle, ils veulent être célèbres. Et pour moi, ça, c'est de l'opportunisme. Tu Mhm. n'es pas prêt. Tu vas du coup devoir, si tu es pris, camoufler le fait que tu n'es pas prêt, que tu n'es pas la bonne personne. Et pour moi, ça, c'est de l'opportunisme. Je déteste ça. Je suis une personne qui part du principe que c'est compétitif, mais Mhm. y a pas de problème. Tu gagnes parce que tu es bon. Si on peut être dans cet équilibre-là, moi, ça me va. Je viens du sport. Tu gagnes pas tout le temps. Pour moi, ceux qui gagnent, c'est qu'ils étaient meilleurs ce jour-là. Voilà. Mhm. Tu es meilleur ce jour-là au casting ou c'est toi qui correspond au rôle pour revenir pour les acteurs et actrices. Mais tu te prépares tout le temps, tu vois, en fait. Donc, ce que je vois, c'est j'essaie de pas être trop dur, mais autant être dur, parce que je pense qu'on n'a pas l'économie de se prendre tout le monde avec les pincettes, c'est Mhm. euh, d'arriver pas prêt, quoi. Et ça, on le voit beaucoup aux États-Unis, ils hallucinent sur les Français qui connaissent pas leur dialogue, qui viennent aux lectures, ils connaissent toujours pas leur dialogue, parce que les lectures en France, c'est tu lis, tu as le papier, tu fais... Ouais. Non, là-bas, en fait, tu le connais déjà,
C'est juste, on échange, on improve, tu vois, on va améliorer. Donc, c'est ces différences en termes de professionnalisme qu'il y a qui font après défaut quand il y a des opportunités à l'international, qui font défaut même quand il y a des opportunités en local, Mhm. parce que c'est l'éthique de travail. Voilà, donc voilà la différence pour moi. Est-ce que c'était clair? Oui, oui, très clair. Du coup, est-ce que toi, tu vois ça un peu comme sur des acteurs qui vont un peu mentir sur leur CV? Genre, je fais du cheval, mais en fait, en vrai, j'en fais pas, ou je parle anglais ou italien, et quand j'arrive, on me dit, parle en italien, tu peux pas, en fait. Eh ben, en fait, c'est ça, oui, bah, tu fais perdre du temps à tout le monde. Mais je vais donner l'exemple d'Idriss Elba, qui, D'accord. lui, sur The Wire, donc il est anglais. Donc il a fait croire qu'il était américain. Bon, il a pris un coach, il a appris, en fait, tu vois, il allait en immersion dans des barbershops, etc., pour choper les expressions, tout ça, masquer. Je sais que quand même, il se passe démasquer, je ne sais plus sur quoi, ou il le dit après, une fois qu'il a le rôle. Mais il avait bossé, préparation, opportunité, tu vois. Mhm. Euh, quand le c'est une réalité de temps. Si tu dis que tu fais du cheval et après tu arrives, tu sais pas en faire, bah, en termes de temps, est-ce que tu auras, si tu sais que tu vas te préparer, qu'en termes de temps, tu seras prêt le jour J, ok. Mais imagine quand même, pour moi, c'est presque un manque de respect pour tous les gens qui travaillent. Tu arrives et après, pour l'avoir vu sur des projets, Mhm. euh, c'était plutôt du clip, mais tu vois, des gens c'est écrit hein, partout, tu vas conduire une voiture et après dire, au fait, tu vas conduire. C'était genre, en fait, non. Parce que si tu l'as dit avant et qu'on pense que tu es très bon, on trouve des solutions. On prend voilà, un drive car, des choses comme ça. Mais là, tu mets tout le monde dos au mur de Mhm. quelque chose qui ne va pas s'improviser du jour au lendemain, quoi, tu vois. Donc, voilà, ça, je prends quelque chose d'un peu extrême, hein. Mais c'est ça que j'entends par là, ouais. Non, non, c'était assez Mentir clair. sur le CV, ça, je dis pas personnellement, je dis éviter, franchement. Vaut mieux avoir de bonnes surprises que des mauvaises surprises. Donc, D'accord. Maintenant, on arrive dans la partie de l'émission où on parle un peu genre promo. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment pour toi professionnellement? Parce que je sais que tu touches beaucoup à pas mal de choses. Donc, est-ce qu'il y a des webinaires qui arrivent? Qu'est-ce qui se passe en fait? alors, qu'est-ce qui se passe pour moi? On vient de finir un challenge. Donc, j'ai la plateforme passanspresso.com, qui est une plateforme de transmission, de formation avec des webinaires, des challenges, des lives, où justement, mon but, c'est de partager cette professionnalisation des outils, de ces savoir-faire. Parce que moi, j'aime bien recevoir des projets qui sont bien présentés pour pouvoir me concentrer sur l'histoire et pas sur la présentation, sur mais qu'est-ce qu'il a voulu dire ou qu'est-ce qu'elle a voulu dire, etc. Donc, je préfère, via ces webinaires, via les produits que je vends, hein, il y a des paquets, j'ai différentes. Il y en a pour tout le monde. Parfois, c'est gratuit, parfois, c'est payant. Mais mon but ultime par rapport à ça, je le fais en parallèle quand même de mon activité de productrice, c'est d'industrialiser un peu les processus de soumission des projets et de vente. Voilà. Ça, c'est une première chose, et de pitch et de présentation. Après, donc, j'ai mon cabinet de conseil. Tout ça est très lié, hein. Je réponds à mes propres besoins dans ce que je fais. Donc, tout ça est très lié. Le cabinet de conseil, il a été créé à la suite, après mon contrat Netflix. Donc, mon premier client, c'était Netflix. Donc, l'idée, là, c'est que j'ai d'autres personnes de mon réseau qui ont une expertise de dingue. Et on voit tous le même problème comment on pitch les projets, mais qu'est-ce qu'il faut que je mette dans le dossier, tout ça, tout ça. Bon, moi, je suis pas spécialisée, par exemple, en émission télé. Donc là, avec le cabinet de conseil, c'est OK, moi, là, c'est pas mon expertise, mais je connais tel ou tel. C'est tous des experts de minimum 20 ans ou 10 ans. Allez, ça dépend vraiment des besoins. Je mets en relation, on s'arrange et voilà, je fais un devis et puis je fais du coaching et du consulting personnalisé avec mon cabinet, ma boîte de conseil. Et là, la dernière en date, parce qu'à la base, c'est ça que je voulais et que j'ai toujours fait. J'ai eu 2 boîtes de production avant ça. Mhm. J'avais laissé la production, mais sortie de Netflix. Il y a beaucoup de collègues et même plutôt des directeurs qui m'ont recommandé d'être creative producer parce que je trouvais que je donnais des bonnes
note creative, que j'avais une bonne analyse, que j'accompagnais bien les talents. Moi, j'avoue, je voulais pas forcément, c'était pas quelque chose que je connaissais parce que c'est un rôle bien spécifique creative producer. Et finalement, j'ai rencontré mon associé dans la partie film Netflix. Donc moi, j'étais aussi partie série plutôt. Et on a allié comme ça nos compétences et tout simplement nos parcours. Il a 10 ans de moins que moi, donc c'est un parcours très corporate et business, et en plus qui est plus sur l'acquisition, le film, etc. Precious, je lui dis bonjour, il s'appelle Precious, je ne pouvais pas l'oublier. Et donc là, on lance 3PM, donc une société de production, fiction, premium, on l'a bien D'accord. compris. La compétence avant la différence, hein, ça c'est Ça, noté c'est pour tout bien. le monde. Mhm. Et l'excellence, hein, bien sûr, pour la creative excellence, pour pouvoir répondre aux vraies opportunités qu'il y a sur le marché. Et donc, on a un catalogue de projets maintenant en développement qui à peu près une dizaine en film et en série, qui viennent de créateurs et de créatrices en local et à l'international. Donc, voilà. Super. Là, on arrive maintenant dans la partie tips, c'est-à-dire c'est la partie où on donne des conseils en fait. Quels conseils tu donneras à des jeunes créatifs qui cherchent justement à faire leur marque dans l'industrie? Alors, quel type de créatif, par exemple? Nous, on est des acteurs, on va dire acteurs qui veulent se lancer, avoir leur marque. Tout à l'heure, tu parlais de branding avec Denzel Washington ou comment il s'appelle, De Niro. Donc, comment ces personnes-là peuvent faire en fait? Alors, d'abord, j'aurais dit au départ, faites une de mes formations. Il y a qui Tant qu'à s'appelle faire. Story Picture Pro. Bah, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je l'ai dit, vraiment, c'est Mhm, des outils qui fonctionnent. Par exemple, Picture Pro, pour pitcher rapidement, c'est pour les créatifs qui vont, qui veulent apprendre à présenter et proposer leur projet ou leur professionnalisme de manière business. Donc, pour faire des affaires. Je pars du principe que il faut pas juste être populaire, il faut faire des affaires. Donc, voilà. Ne pas confondre d'avoir beaucoup de followers si après tu gagnes rien derrière. C'est pas... mhm, Moi, je préfère faire des affaires, mais vous le verrez sur LinkedIn ou sur mon Insta, il n'y a pas beaucoup de monde, mais c'est du monde qualitatif. À la fin, ce qui est important, c'est ton ROI, ton Return on Investment. C'est vraiment, les gens sont engagés. Ça, c'est mhm. hyper important. Donc, ce que je recommanderais, au-delà de ma petite pub, euh, mais quoique, c'est oui, se former, de suivre une trame claire, de ne pas essayer de réinventer la roue. Mhm. Donc, avoir une stratégie, bah, ça se prépare avec des gens qui l'ont déjà fait pour d'autres gens. Moi, ce que j'ai fait, c'est ça en inspire, c'est je regardais ceux dont j'aimais bien le travail, je regardais qui avait travaillé avec eux et j'ai embauché des gens qui ont fait ce travail que je trouve qualitatif et surtout qui a des résultats. C'est ce que j'ai fait là avec patiencepreso.com et je suis très contente de mes résultats. Je profite de saluer Barbara Sapik et aussi Caroline Bijac, qui est une coach Mhm. qui aide différents professionnels de l'industrie, des médias. Donc, ça peut être autant les acteurs que des producteurs, productrices, créateurs, créatrices. Bref, elle connaît nos challenges Ok. et qui aide à faire du branding de marque. Mais ça part de l'intérieur. On parlait vraiment de l'authenticité et c'est ça que vous allez vendre. C'est ça que vous voulez pouvoir préserver et qui va créer tout votre univers et la puissance artistique de ce que vous avez à proposer et être ancré. Et même quand on a l'impression qu'on fait beaucoup de choses, moi, je fais ces choses-là, mais je les ai préparées. Et comme je disais, c'est des choses qui se nourrissent. Aujourd'hui, grâce à mes formations, ça me permet aussi, j'ai rencontré sur des différentes formations, j'ai aussi repéré des talents, on va pas se mentir. Quand même. Ouais. Donc, et je me dis, ah super, et puis le projet est super sympa, tu vois. Donc, ça Mhm. peut faire des comptes comme ça. Ou si c'est pas pour moi, je veux dire, hey, il y a quelqu'un qui a ce projet de film ou de série vraiment bien sympa. En plus, maintenant, ça y est, tu vois, c'est clair, il y a le potentiel parce que ça a permis, grâce encore une fois aux différentes formations de le faire. C'est la même chose pour son branding, c'est-à-dire où tu vas dans les 3 prochaines années, dans les 5 prochaines années, dans les 10 premières années. Bien sûr que ça peut évoluer, mais c'est important de savoir, d'avoir un objectif. Donc moi, je recommande d'être accompagné. Pour avoir essayé seul,
Et Mhm. ben, au bout de 2 ans, après, j'ai pris la formation. J'ai pris la formation d'accompagnement. Mhm. euh, et en 6 mois, c'était fait. Mon ancrage, 6 mois en plus, pas intensif dans le sens où c'est pas tous les jours, c'est un travail de fond. Mais c'est un investissement à faire parce que c'est des temps longs où on est et tu veux ta carrière, voilà, tu veux qu'elle dure. Donc, Mhm. finalement, qu'est-ce que c'est 6 mois, voire aller 1 an, si en termes d'investissement, quel que soit le coût de ce que ça peut être, mais si demain, tu peux rajouter 2, 3 zéros à ce que tu gagnes aujourd'hui en fonction, voire Mhm. multiplier par 3 ou 4. Moi, vraiment, et c'est là, sans faire la pub de personne, mais parce que j'ai eu différents types d'accompagnement, et je parlais d'entraîneur, tu vois, si tu veux un certain type de prix, tu vas changer d'entraîneur parce qu'il faut changer de mindset, il faut aller. Chaque étape, c'est souvent une nouvelle équipe, et ben, j'ai à chaque fois investi. Et je peux te dire que ça a tout le temps marché. Ça a multiplié à des moments par 3 mon salaire. Enfin, voilà, dès que j'avais un nouvel objectif, il me fallait les personnes qui avaient réussi ça avec d'autres personnes et qui allaient me permettre d'accomplir ça. Et ça, c'est vraiment très américain. C'est-à-dire, ici, on me dit, oh, t'as beaucoup de coachs, tu fais beaucoup de choses. Aux États-Unis, tout le monde me dit, oh, you're fine. Tu sais, genre, ce que je fais, franchement, je dis, bon, je crois qu'à côté, je suis une petite joueuse. Quasiment toute personne qui a une expertise aujourd'hui a un business en ligne. Même Shonda Rhimes, aujourd'hui, elle a la plateforme. Elle donne des cours en masterclass. Et elle en a vendu, hein. Donc, parce qu'elle n'a pas fait en pro bono, hein. Donc, masterclass, elle touche minimum 30% minimum, hein, des classements et elle touche le monde entier. Donc, vous voyez, ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, de toute façon, vient être déjà présent sur l'Europe et qui va se démocratiser en France, quoi. Voilà. Donc, J'aimerais que tu me donnes un peu ton opinion parce que j'ai la chance d'avoir une productrice devant moi. Tu as été showrunner aussi. Tu sais, tout à l'heure, on parlait de quantité versus la qualité. Parce que tu sais, tu dis ça sert à rien d'avoir beaucoup de followers, etc. Mais on voit un peu cette tendance que les productions maintenant incitent les créatifs à engager des influenceurs parce qu'ils ont un nombre de followers, en fait. oui, et j'adore cette question. C'est vrai qu'on aurait pu l'aborder plus tôt. Restez bien avec nous. Alors oui, ça, c'est un vrai sujet. Il y a eu une stratégie, oh là, il y a eu une stratégie d'apporter des curieux pour cliquer aussi. Ben voilà, c'est l'événement. Mais quand même, il y a un équilibre. Tout n'est pas sur l'épaule de l'influenceur, tu le remarqueras, quand ils vont sur des shows, des films, etc. Donc, c'est plus du packaging, en fait. Et ça, c'est important de le souligner. Et chez Netflix ou même les autres plateformes, on s'est rendu compte en termes de data, si tu regardes par rapport au nombre de followers qu'a l'influenceur ou l'influenceuse et finalement ce que ça a apporté comme spectateur, il n'y a pas eu un grand amour, hein. Ça n'a pas ramené les fameux spectateurs. Et finalement, même les marques, tu as dû entendre aussi, il y a le terme micro-influenceur, etc. Ce qu'on regarde, c'est l'engagement. Tu peux avoir 2 millions, si à la fin, tu as 2000 likes, c'est pas terrible. Moi, je sais pas, j'ai 3000 ou 4000 followers sur LinkedIn. Je crois que ma plus grosse impression, elle est je vais pas dire de bêtises, ouais, de Mhm. 5000 likes. Ça veut dire que j'ai eu au-delà, même LinkedIn m'a contacté parce que j'avais au-delà du nombre de followers que j'avais. Et ça, Mhm. c'est rare. Donc, forcément, et même le gars de la communication Netflix m'a contacté à ce moment. Enfin, voilà, ce jour-là, il se passe un truc. Euh, c'est, c'est ce ratio qui est intéressant, c'est vraiment l'engagement. Et après, j'avais eu, je crois, 600 commentaires. C'était énorme. Donc voilà, ça, c'est ce qu'on va regarder en termes de data. C'est plus l'engagement. Et donc, oui, les directeurs de casting, etc., bien sûr qu'ils regardent le nombre, c'est attractif, ils vont quand même regarder cet engagement. Maintenant, idéalement, à ce moment-là, c'est bien pour ça que j'encourage je vais dire un truc dur, les vrais acteurs et vraies actrices, donc qui ne sont pas influenceurs ou autres, travaillez votre branding sur les réseaux sociaux, parce que Mhm. en effet, parfois, vous vous faites vraiment piquer. Bon. Vous laissez de l'espace à des gens qui n'ont pas vos compétences, alors que vous avez plus que de la matière pour entretenir ça. Et mais c'est un boulot en soi, tu dois le savoir, c'est dur.
Faut Bien pas sûr. C'est là où j'en reviens à cette histoire d'équipe, d'investissement. C'est en ça que j'aime l'expression soyez le CEO ou la CEO de votre carrière, en fait. Et c'est pour ça que les Américains, même tôt dans leur carrière, si vous rentrez de l'argent, euh, réfléchissez aux 30% que vous allez investir pour ces choses-là. Parce que maintenant, vous pouvez outsourcer, vous pouvez déléguer, mais il y a ces stratégies-là. Je pense qu'aujourd'hui, en plus avec l'AI, je pense qu'avec un investissement à 200 euros par mois, vous vous en sortez bien et vous êtes constant parce qu'il faut être là, il ne faut pas après s'évanouir et dire «Ah, je ne peux plus poster». Donc voilà. Voilà mon petit conseil. Investissez sur vous. Ça C'est va un très payer. beau mot de la fin. Merci beaucoup, Patience Friso. C'était cool de partager avec toi, d'apprendre beaucoup sur ton parcours et d'avoir tous ces tips aussi qui peuvent nous aider demain pour mieux gérer notre carrière. Je te dis merci. On vous rappelle. Merci. À bientôt. Ciao, ciao. À bientôt.